Chapitre 7. Lire et écrire. Paupières closes et corps immobile, je rappelle une à une les pièces maîtresses de ma vie. Sur le grand échiquier du destin, quelle est ma place? Entre phalanges et phalangette, tâter la chair exquise de la vérité. Il y a des souvenirs qui se colorent plus que d'autres dans notre mémoire. Ils prennent un sens supplémentaire dans le cours de mes histoires. Collecter un à un les bouts de mon enfance et faire l'inventaire de mes armes. Compter les armes qui ont déjoué pour moi les entourloupes de l'ensemblier du malheur. Avec les poisons, les alexitaires me sont parfois donnés. D'abord, il y a eu la passion des mots qui sommeillent dans les dictionnaires, et puis les mots qui rêvent dans les livres, des mots qu'on lit aux mots qu'on écrit. Lire et écrire sont les deux bouts d'un seul et même chemin. Tomber en état d'écriture, c'est lire tout au fond de soi les mots que la vie a écrits, les faire revenir, les mettre au monde pour qu'on les entende, pour qu'on les voie. Comment en arrive-t-on à l'écriture? C'est une question que beaucoup posent, sans trouver néanmoins de réponse. C'est pourtant comme tout le reste. L'écriture vient de la vie que l'on a vécue, une succession de rencontres et d'événements qui façonnent notre sensibilité, une succession de rencontres et d'événements qui façonnent notre vision du monde. Et puis, en première position sûrement, un rapport particulier aux mots qui est de l'ordre de la survie. Les mots sont les choses sont les mots. Assurément, la vie fait un détour par les mots. Aucune frontière entre ce que l'on dit et ce que l'on vit. Transformation perpétuelle de la vie en mots. La vie ou bien la mort. C'est un jeu subtil entre la mort et la vie qui fait qu'on écrit. Les mots tombent et se relèvent. Les mots se regardent et se défient. Les mots tanguent. Les mots sur leurs talons hauts se préparent pour de sacrées pirouettes. C'est que les choses ne sont plus sûres que la vie enfin commence. Certains disent qu'on écrit pour ne pas disparaître, pour ne pas être effacé de la surface du sol. En tout cas, il faut une belle audace pour décider de concurrencer Dieu. Car c'est Dieu lui-même que l'écrivain défie en recréant à sa façon le monde. C'est sa propre lumière que l'écrivain répand sur les choses et les gens. Redire les sons, les rythmes et les images du monde, sacrée audace, vraiment. 1974, je suis toujours à Paris. Du côté de mon école, ce n'est pas le beau fixe. Une mouche dans un bol de lait. Manléonie éclate de rire. Manléonie est un grand éclat de rire. Aux Antilles, certains voient dans les dégradés des couleurs l'occasion d'établir des hiérarchies, désir de domination illusoire. Dans aucune de mes deux familles, la couleur de la peau n'est une préoccupation. Néanmoins, pour mes camarades, cela semble être un vrai problème. Pas de problème sans solution. Je cherche donc des solutions. Qu'en pensent les grandes personnes? J'ai retourné plusieurs fois la question dans ma tête. Ma reine, pourquoi tes lèvres sont-elles si épaisses? Je n'ai pas terminé ma question que je reçois une gifle qui me fait comprendre que ce n'est pas une question qu'on pose. Pourtant, j'avais retourné la question de ma tête, mais elle est sortie de ma bouche sans tous ces ornements. Tout ce qui se passe à l'école. Aucune frontière entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Petit problème de communication. Est-ce la honte ou la colère? Sûrement un mélange des deux. Jamais plus je ne parlerai de ce que je vis à l'école. Je l'enfermerai dans ma boîte au secret avec la colonie de mes peurs. Peur de la nuit, peur de ce que je suis, peur de l'abandon. Je ne parlerai plus de ceux qui me posent question. C'est au cœur de l'exil que j'ai compris ma différence, mes origines et mon histoire. La petite maîtresse blonde réfléchit derrière ses lunettes rondes. Elle me voit seule qui compte les marrons qui tombent des marronniers. Je collectionne les plus belles baies. Des baies brillantes qui marquent pour moi les pages des jours qui passent. L'été, le feuillage luxuriant des marronniers offre un camailleux de vert. Ça va du vert le plus tendre au vert le plus foncé. Toutes les fois qu'une belle feuille tombe, je la ramasse et je la range dans mon herbier. Septembre, c'est la saison des marrons. Alors,
J'attends patiemment que tombent les grosses baies brillantes afin d'augmenter ma collection. Trésor inestimable qui intrigue mes camarades. Elle est cinglée. Elle compte les marrons, chuchotait-on en passant près de moi. Après un petit temps d'observation, il y a eu le temps de l'action. Un jour, la maîtresse a pris les choses en main. Elle entendait les colibés. Tolérance et coopération étaient sa devise. Il y eut donc un exposé sur la Martinique et les Antilles. Il y eut aussi une leçon d'histoire consacrée à l'esclavage. Je ne sais si les raisons de son choix étaient claires pour ses élèves, mais notre institutrice nous a parlé du commerce triangulaire. Nous étions en 1974 et ce n'était pas dans l'air du temps qu'une institutrice du 14e arrondissement de Paris, blanche de surcroît, vous parle de la traite atlantique. La dame a même osé un lien entre ce moment de l'histoire et l'origine du racisme. Elle tenait toutes ses convictions de ses années babacool. Peace and love pour tous et en toutes circonstances. Peut-être même qu'elle avait vécu dans l'une des colonies françaises et découvert les rapports de domination, les côtés sombres des comportements humains et ce qu'il en résultait. La seule personne à qui je disais mes peines et mes sourires, c'était Manléonie. Manléonie était aux anges. Son rire tonitruant avait rempli l'appartement. Peut-être Manléonie était-elle aussi un peu babacool. Peace and love pour tous et en toutes circonstances. Avec les poisons, on nous livre aussi parfois les alexitaires. Comme notre institutrice pensait qu'on ne rejette que ce qu'on ne comprend pas, la méfiance assombrissant les lumières de la connaissance, elle avait multiplié les explications. Cependant, toutes les lumières du savoir historique qu'elle avait braquées sur ses élèves n'avaient pu les convaincre d'oublier leurs préjugés. Rien n'y fit. On affirme que Rome ne s'est pas faite en un jour. Mais je dois dire qu'en me donnant l'occasion de parler de moi-même, l'institutrice a contribué à ma désaliénation, moi qui avais honte de moi-même, moi qui étais en colère contre moi-même parce que j'étais différente. Petit à petit, une sorte de fierté commença à remplacer la honte et la colère. Petit à petit, je me suis réconciliée avec moi-même et j'ai fini par m'accepter telle que j'étais. L'institutrice m'a même donné l'occasion de présenter les Antilles telles que je concevais vraiment devant mes camarades rassemblés. C'est avec une délectation non dissimulée que j'ai donc lu devant la classe réunie le récit que j'avais rédigé. Un récit haut en couleur, s'il en est. Le récit d'un carnaval tout droit sorti de mon imagination. L'histoire d'une dame Kéléman qui donne naissance à une colonie de diables rouges, de diablesses blanches et noires, en prononçant des formules mystérieuses cachées au fond d'une forêt tropicale. Forêt de balatabelbois, de balisiers en fleurs, de touffes de bambous verts et de fougères arborescentes. Une forêt à l'image de celle du nord de la Martinique où mes frères et sœurs m'emmenaient marcher quelquefois. Il y a dans ces forêts comme une présence. En immersion totale dans la nature sauvage des pitons du Carbet, on se sent en relation étroite avec l'univers. Un univers dont les mots de mon récit ont révélé la mantique. C'est tout cela que la lecture de mon récit a révélé. Tout cela, et puis la petite jubilation d'une fillette de 10 ans qui a cloué le bec à des camarades allergiques à son amitié. C'est donc au cœur de l'exil que j'ai pris conscience de la cadence effrénée de mes mots sur les pages. En lisant mon histoire, j'ai empli notre classe de la frénésie des tambours et des tibois. Tous les bruits de chez moi avaient colonisé l'espace. Des adibidip et des tiki-tac-pakatak ont littéralement pris possession des lieux pour dire qu'il existe très loin des néons parisiens des univers véritablement magiques parce qu'ils sont encore en contact avec la terre, le feu et l'eau. Et Dame Kéléman a dansé. Elle a dansé une danse frénétique au son des tambours et des tibois. Personne n'a pu l'arrêter. De sa bouche se sont échappés des vidés entiers de masques de carnaval. Médecin d'hôpital, enfarineur du monde, Marianne Lapofigue sous leur robe de feuilles bananes, messieurs fardés en mini-jupe et talons hauts, jolis bobos d'un jour qui savent les postures les plus lascives, négociaux dont les grimaces font peur aux enfants. Une chorale de papillons volés, des damisos
et de Beaufort a accompagné la musique des mots. La troupe carnavalesque s'est déhanchée, s'est débridée, s'est dévoyée, mais elle s'est amusée surtout de la colère froide de tous ceux qui avaient vu une laideur dans la sapoterie de ma peau. Et les camarades se sont sentis bien seuls au milieu des diableries que j'avais suscitées avec le seul pouvoir de ma poésie. Moi, j'ai jubilé. C'est souvent au plus froid de l'exil que tout ce que nous sommes se révèle. Fil de trame, fil de chaîne, tisser inexorablement la vie et rire de l'agressivité du monde. Léonie et moi, nous finirons sûrement par nous étrangler de rire. C'est au cœur de l'exil, dans le froid de l'hiver, que le bonheur des miens m'arrive. Mais j'y ai aussi appris ce que sont les Antilles dans l'esprit de certains Français. Jusque-là, je n'avais aucun problème avec les grands hommes. Mais avait donné tant de vie à ces figures de l'histoire française que je ne pouvais que les aimer. Il faut dire que la vision de l'histoire de mai sortait tout droit d'un petit livre vert à l'usage des cours supérieurs et complémentaires, un manuel qu'elle avait étudié au pensionnat colonial. Il faisait entendre une histoire qui fait briller de mille feux les ors de la République. Cependant, rien de la dure réalité des cales, des bateaux négriers et la vie terrible des esclavisés dans les plantations antillaises. Ce n'était pas non plus un sujet de prédilection pour Mai. Dans les premières années du XXe siècle, ce n'était pas la tasse de thé des petits bourgeois de Fort-de-France, tous ceux que l'école avait reconnus et promus et qui ne se pensaient heureux que parfaitement assimilés à des Français de France. L'histoire de France, telle qu'elle était racontée, leur offrait une sorte de reconnaissance qu'ils ne voulaient surtout pas perdre, surtout pas pour sonder la profondeur de leurs racines africaines. Temps fait temps, temps quittait temps. C'était l'un des proverbes que Mai aimait à répéter, et je me suis reconnu dans ces mots. L'histoire du petit livre de Mai ne serait pas la mienne, c'était décidé. Il me semble qu'aux côtés de celles et ceux qui se regardent et s'acceptent tels qu'ils sont, qui regardent les pages noires de l'histoire de la France en face, il y en aura toujours d'autres qui penseront qu'à force de contorsion, ils pourront devenir de parfaits Français de France. Ceux-ci, même s'ils doivent passer sous silence les cales des bateaux négriers et les chaînes, même s'ils doivent passer sous silence leur culture et le rythme secret de leur cœur, rythme syncopé du tibois plus que les trois temps et le violon de la valse. Avant l'expérience de l'école des Trois Marronniers, je n'avais jamais pris la mesure de la singularité de ma peau noire et de mon histoire. Mais plus encore, ce petit séjour hors de la Martinique m'a permis d'avoir de vraies conversations avec Mai. Et pour moi, c'était un sacré trésor. Aux Antilles, c'est bien connu, il suffit d'enjamber l'eau pour tordre le cou à tout le quimbois. Quel quimbois Mai subissait-elle au cœur de notre Martinique? Ma maman, hors de la Martinique, n'avait Dieu que pour moi. J'ai donc profité de l'embellie pour forger les armes dont j'avais besoin pour mes futures batailles. Avec l'écriture, j'ai aussi reçu la lecture. Maman et moi lisions des livres, une orgie de livres, des récits surtout, contes de Perrault et de Grimm, La cicatrice de Brice Lowery, Tous les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, Poil de carotte de Jules Renard, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, Le capitaine Fracasse de Théophile Gautier, Sans famille d'Hector Malot, Mon petit trot d'André Lichtenberger. Et j'en passe. Des moments magiques. Je n'aurais raté pour rien au monde les après-midi de lecture en compagnie de maman. D'abord, nous visitions la pâtisserie du quartier, Paris-Brest, éclair au chocolat, meringue, tarte aux fraises, flan vanille, tête de nègre. Tête de nègre? J'avais le choix. Puis, nous préparions notre petit théâtre, un canapé douillet, des coussins, des couvertures soyeuses et la lumière douce d'une jolie lampe. Maman ajoutait quelquefois un parfum d'ambiance, cannelle, ylang-ylang, eucalyptus ou lavande.
Dans ces ambiances épicées ou rafraîchissantes, nos histoires étaient plus débridées, plus cocasses, et elles avaient des rebondissements sans fin. Chaque histoire, pourtant, une empreinte gustative, olfactive et visuelle qui nous transportait vers l'éternité. Pour transmettre à un enfant le goût de la lecture, il faut imprimer ce goût tout au fond de sa conscience, pas à coup d'obligation ou d'interdiction, mais en sollicitant tous ses sens, et puis en entourant ces précieux moments de calme, de douceur et de volupté. Nous lisions à tour de rôle un petit morceau du monument littéraire que nous avions choisi, et puis nous bâtissions des univers en réveillant les mots de leur confortable sommeil. Alors ils vibraient les mots, ils grondaient, chantaient les mots. Autour de leurs prestigieuses vibrations s'agglutinaient des mondes imaginaires. La voix de May improvisait tout un théâtre, et la vie habitait les mots. Des histoires d'enfants tristes, des histoires mouvementées aux actions héroïques, où je puisais l'art et la manière d'enfiler la procession de mes jours, des mots justes et émouvants. Ils dépeignent les joies, les tristesses et les espoirs d'un cœur qui s'éveille à la vie. À la lecture du Capitaine Fracasse, j'ai suivi les pas de Sigognac, ce noble désargenté qui a dû affronter toutes sortes de difficultés avant de trouver le trésor qu'un de ses aïeux avait enfoui dans le jardin de son château. C'est ainsi que je me suis mise à chercher un trésor dans l'histoire de mes deux familles. Mais goûtait aussi la poésie, les poèmes tout simplement, sans distance et sans complexe. Pas comme on les apprend aujourd'hui, en les démontant vers après vers, rime après rime, image après image, pour trouver des figures de style. Maman faisait résonner les poèmes en déclamant, et nous avions ainsi de nombreux feux d'artifice. Elle récitait à ma seule intention toutes sortes de poèmes du 19e siècle. La mort du loup, le pélican, le lac, de Médélobe ou à Villequier. Elle connaissait surtout les poèmes de la période romantique. C'étaient des miroirs de sa propre existence. Des fils secrets reliaient les mots des poèmes à la vie de May. Quand elle disait ces textes, tout son corps se chargeait de songes. La mort n'était jamais très loin dans les poèmes de May. Une mort qu'il fallait affronter cœur brisé ou cœur fier, sourire dehors, pleurer dedans. Alors à mon tour, suivant ses pas, j'ai été le loup qui meurt sans jeter un cri, le pélican qui donne jusqu'à ses entrailles en guise de nourriture à ses enfants, ou Caïn fuyant de devant Jéhovah. J'allais de signes en symboles. Je ne sais si j'aurais pu, sans cette entrée en matière, tant aimer la lecture. Les mots seraient restés de mystérieux hiéroglyphes, des signes ésotériques tracés sur les pages des livres. Et je comprends qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants restent à la porte des livres. Si pour beaucoup, lire demeure un exercice réparatif, c'est bien parce que personne n'a éclairé leur sentier, personne n'a marché en leur compagnie dans les grands chemins de la lecture, personne ne leur a montré comment on métamorphose les mots tracés dans les livres en convoquant le pouvoir fabuleux de l'imagination. Imaginez, voilà le secret. Imaginez pour révéler le monde insoupçonné qui se cache derrière les mots. Moi, j'ai eu la chance d'entrer dans les pas d'une maman amoureuse des livres. Sa voix m'a guidé sur la grande route des émotions et des sentiments. Elle m'a permis de voir en pensée les personnages, les lieux et les objets, être sensible à la musique des mots. La musique n'ajoute pas seulement un air de fête aux mots, elle est la palpitation même de la vie qui réside au cœur des mots. L'imaginaire, c'est le seul bateau disponible pour voyager sur l'océan des livres. Certains croient qu'il suffit de coller un livre sous le nez d'un enfant pour que la magie opère, mais avait parfaitement compris comment naît le ravissement. Elle savait qu'il faut faire voyager les mots dans les livres comme on fait voyager les goûts dans les assiettes, avec art et délicatesse. Avec la lecture et l'écriture, mais m'avait donné, sans le savoir, les armes qui fabriquent des miracles. La lecture était pour nous non seulement une machine à remonter le temps, mais aussi les bottes miraculeuses qui pouvaient nous emmener dans des contrées lointaines. Lorsque nous sommes rentrés en Martinique, j'ai retrouvé l'histoire des miens
dans le sillage du fort Fleur-Lépée, le bananier qui nous ramenait chez nous. J'ai plongé mes yeux dans l'indigo profond de l'océan Atlantique pour retrouver la trace des miens. Passage du milieu, des millions de nous-mêmes sombrés dans l'eau bleue d'un océan froid. Des expériences de vie dont on ne saura jamais les richesses. Combien de cris étouffés, combien de révoltes jugulées. L'océan des souvenirs est à cet endroit d'un bleu profond, d'un bleu presque noir. La femme indigo parle, la femme indigo dit, la femme indigo crie, et je ne perds aucun des mots qu'elle dit. Lorsque j'avais épuisé tous les jeux de société et exploré les moindres recoins du fort Fleur-Lépée, je contemplais l'eau bleue de l'océan Atlantique. Et du haut du bastingage, je voyais ce que personne ne pouvait voir. Au-dessus de la mer s'envolaient des bulles comme des centaines de messages d'espoir, jolies bulles au soleil irisé, bulles légères de l'espérance. Et je suivais les routes folles des dérives des bulles, jolies bulles irisées, bulles aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je libérais avec détermination des arcs-en-ciel d'espoir au-dessus de l'Atlantique. L'espoir de comprendre chaque jour davantage ce que je suis vraiment. Au milieu de la pire des obscurités, toujours trouver quelque lumière. C'est ce que m'avait enseigné la petite maîtresse blonde, Manléonie, aimée aussi. La peur du vide prenait corps et s'envolait, et chaque jour je refaisais le chemin, tête laineuse, cotonneuse, vaporeuse, et dans mes rêves, corps immobile et paupières closes, faire le chemin à rebours. Je sais bien que tous les êtres circulent les uns dans les autres, sans se voir, sans se savoir, que tout animal est plus ou moins homme, tout minéral plus ou moins plante, toute plante plus ou moins animal, le monde entier en circulation dans tout mon être. Mais hors de la Martinique avait été une maman parfaite. Qu'allait-elle être à notre retour?